les institutions européennes. Quand on analyse un système, la première chose à faire, c'est de regarder les interactions qu'il y a entre les différents éléments du système. Avant toute chose, et avant de se poser la question de qui fait quoi, la première chose à faire, c'est de regarder quels sont les éléments et à qui ils sont reliés. Alors ça s'appelle l'analyse nodale, c'est-à-dire que chaque élément du système est considéré comme un nœud et on regarde les relations qu'il a avec les autres. Plus un élément du système est important, plus il est relié aux autres. En fait, c'est plutôt le contraire quand on analyse. Plus un élément du système est relié à de nombreux autres, plus il est important et lourd dans le système. Plus moins un élément est relié aux autres, plus il est périphérique. Ça, c'est le schéma que vous trouverez si vous allez sur Wikipédia à la page « Les institutions européennes ». Donc on voit les différents liens entre les différentes institutions et les rapports qu'ils entretiennent. On voit que là, il y a deux éléments qui sont complètement déconnectés du reste, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants dans le système, ça veut dire tout simplement qu'ils sont des systèmes à part entière, qui n'ont de compte à rendre à personne. Alors, j'ai repris ce schéma, mais je l'ai présenté d'une autre façon, sous une autre forme. Voilà. C'est exactement la même logique de schéma, mais présenté sous une autre forme. Au centre, la Commission européenne qui est reliée à tous les autres éléments du système. Dans un premier cercle, vous avez le Conseil de l'Union européenne, le Conseil des représentants permanents et le Conseil européen qui sont reliés à quelques éléments du système, 3, 4, pas plus, et à la périphérie du système, les éléments faiblement reliés. Donc, le Conseil de l'Union européenne, c'est de niveau ministériel, ce sont des ministres, niveau ministre des États qui travaillent en permanence. Le Conseil européen, c'est le Conseil des chefs d'État, il se réunit 4 fois par an. Vous avez un comité des représentants permanents dont il est fort peu question dans les textes, mais qui en fait est une éminence grise, qui prépare le travail du Conseil européen et du Conseil de l'Union européenne, en liaison avec la Commission. Donc c'est une espèce d'éminence grise. Et puis après, vous avez tous les éléments périphériques, comme le Parlement européen par exemple, qui n'est relié qu'à 2 éléments du système. On pourrait critiquer, vous pourriez me dire, non mais bon, ça ne suffit pas. Effectivement, ça ne suffit pas, il faut aller un peu au-delà et voir qui fait quoi et qui décide. Alors je vais partir d'un exemple. L'exemple du maïs OGM TC 1507 de la société Pionnier. Que s'est-il passé? En plusieurs actes, le premier acte, la Commission européenne demande au Conseil de l'Union européenne d'autoriser la mise en culture de ce maïs OGM au sein de l'Union européenne. Donc c'est la Commission européenne qui est à l'origine du processus. Elle demande au Conseil de l'Union européenne d'autoriser la culture. Le Conseil de l'Union européenne vote, 19 pays contre, 4 pays s'abstiennent, 5 pays pour. Mais ils n'ont pas la majorité qualifiée. Alors à l'époque, chaque pays avait un poids en fonction de sa démographie, des pays qui pèsent 2, des pays qui pèsent 15, et puis donc on fait la somme et on compte. Et ils n'ont pas la majorité qualifiée, donc la décision n'est pas possible. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que la majorité qualifiée. Donc premier acte, voilà. Deuxième acte, le Conseil de l'Union européenne vote, il vote contre, mais il n'y a pas la majorité qualifiée, donc il n'y a pas de décision possible. Troisième acte, le Parlement européen s'autosaisit, vote, 385 voix contre, 35 abstentions, 201 voix pour, mais ce vote n'a aucune contrainte, n'a aucune espèce de contrainte à l'égard de la décision à prendre. Donc c'est un vote à blanc, puisque la décision ne peut pas être prise ni par le Conseil de l'Union européenne, puisqu'il n'a pas atteint la majorité qualifiée, ni par le Parlement européen. La décision finale revient à la Commission qui autorise la mise en culture
du maïs OGM TC 1507 de la société Pioneer. 5e acte, on n'en parle pas, mais il existe bien. La société Pioneer USA remercie les membres de la Commission européenne et son parrain. Effectivement, à Bruxelles, il y a au bas mot 5000 cabinets de lobbying qui travaillent pour les grandes firmes et qui préparent les décisions de la Commission européenne, du Conseil de l'Union européenne, etc. Certaines directives de l'Union européenne sont écrites dans des cabinets de lobbying et sont quasiment reprises mot pour mot, à la virgule près, par les institutions européennes. Alors il y a quand même un article dans le traité sur l'Union européenne, l'article 13, paragraphe 2, qui dit « Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale ». Ben voilà, ça c'est loyal. Ça c'est la loyauté des institutions vues par la Commission européenne. Je reviens sur la majorité qualifiée. À l'époque, le mode de calcul a changé depuis, mais l'idée reste la même. À l'époque, pour avoir la majorité qualifiée, il fallait avoir au moins 74% des voix pour. Donc, ce qui signifie que pour s'opposer à la Commission européenne, il aurait fallu avoir plus de 74% des voix contre la décision. Pour autoriser le maïs OGM, il aurait fallu avoir 74% des voix pour la décision. Et entre 26% et 74% des voix, il y a un trou noir décisionnel. Il n'y a pas de décision. En fait, la majorité qualifiée, c'est quelque chose qui philosophiquement se comprend quand, par exemple, on veut proposer des réformes lourdes, des réformes qui vont, par exemple, toucher à l'anthropologie d'une société. On se dit, la majorité simple, ça n'est pas suffisant, il faut se border, parce que ce qu'on va proposer va avoir des implications importantes sur la vie de la société, donc il vaut mieux prendre un peu de marge. C'est l'expression d'une certaine sagesse par rapport à des décisions lourdes de conséquences. Mais là, en l'occurrence, dans le cas précis des institutions européennes, cette majorité qualifiée, en fait, c'est l'outil de la non-décision du Conseil de l'Union européenne. C'est l'outil qui crée un trou noir décisionnel dans le fonctionnement de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, les règles ont changé depuis novembre dernier. Ce n'est plus 74%, c'est une certaine proportion des pays et une certaine proportion des populations. Donc de mémoire, je crois qu'il faut qu'il y ait 65% de la population, que les pays qui votent dépassent 65% de la population et que le nombre de pays dépasse 55%. De mémoire, c'est ça, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais enfin, en tout cas, le principe demeure d'un trou noir décisionnel aux alentours de la moyenne, c'est-à-dire dans la grande majorité des cas, ce qui revient à donner le pouvoir complet à la Commission européenne. Le pouvoir législatif. Article 14, le Parlement européen exerce conjointement avec le Conseil les fonctions législatives et budgétaires. On ne précise pas lesquelles, c'est écrit comme ça. Il exerce les fonctions de contrôle politique et consultative. Article 16, le Conseil exerce conjointement avec le Parlement européen les fonctions législatives et budgétaires. On ne précise pas lesquelles. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, on l'a vu. Un comité des représentants permanents des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil. C'est le seul endroit où j'ai vu qu'on parlait, mais bon, je suis peut-être allé un peu rapidement sur la lecture de ce texte. Et sur la fiche Wikipédia, les institutions européennes, qui a été écrite par des européistes, et qui est très bien faite. C'est une excellente synthèse, je vous conseille de la lire. Il est écrit... Le Conseil est un organe détenant les pouvoirs législatifs et exécutifs, constituant le principal organe décisionnel de l'Union. Donc déjà, première remarque, ça ne les dérange pas de dire que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont détenus par la même institution, au mépris du principe de séparation des pouvoirs, cher à Locke, Montesquieu, Condorcet et tant d'autres. Et deuxièmement, ils disent que c'est le principal organe décisionnel de l'Union, et on va voir qu'ils se contredisent après. Ça, c'est pour rassurer le bon peuple, pour dire, ben, vous voyez, le Conseil, il est représentatif du peuple, puisque ce sont des ministres. Par parenthèse, j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, j'y reviens.
quand on analyse le processus décisionnel qui a conduit à autoriser la culture du maïs OGM, je vais revenir dessus. On peut se poser la question de la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est le peuple qui décide pour le peuple, c'est la décision par le peuple pour le peuple. Démos, kratos, le peuple et le pouvoir. Donc la démocratie, c'est le pouvoir exercé par le peuple. Sur cette analyse, sur ce processus, on peut se poser la question, on peut regarder où est le peuple, où est le pouvoir. Au Conseil de l'Union européenne, il y a du peuple, puisque le Conseil de l'Union européenne est constitué des ministres, désignés par chaque nation. Donc il y a un représentant du pouvoir exécutif de chaque État. Donc, d'une certaine façon, du peuple. En France, le président de la République est élu par le peuple, il désigne un ministre, c'est donc une décision du peuple. Il y a du peuple. Au Parlement européen, il y a du peuple, puisque les parlementaires européens sont élus directement par le peuple. Donc là, il y a du peuple, mais il n'y a pas de pouvoir. Il y a du peuple, il n'y a pas de pouvoir. Il y a du peuple, il n'y a pas de pouvoir. À la Commission, il y a du pouvoir, mais il n'y a pas de peuple. Puisque les commissaires sont désignés, ne sont pas élus. Donc on voit sur ce processus décisionnel que là où il y a du peuple, il n'y a pas de pouvoir, et là où il y a du pouvoir, il n'y a pas de peuple. Donc il n'y a pas de démocratie. Je reviens sur l'article sur l'article 16 et ensuite sur l'article 17. La Commission, article 17, la Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Okay. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. C'est clair. Quand on vous dit le Parlement européen exerce les fonctions législatives, le Conseil exerce les fonctions législatives conjointement, machin, là vous avez quelque chose de très clair. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Donc c'est en contradiction avec ce que dit Wikipédia, la fiche. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leurs compétences générales et de leur engagement européen, parmi les personnalités offrant toute garantie d'indépendance. D'indépendance à l'égard de qui? Des peuples. Pas à l'égard de Monsanto, de Pioneer, de Goldman Sachs et des autres. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance vis-à-vis des peuples, sans préjudice de l'article 18, paragraphe 2, qui concerne la politique extérieure et de sécurité commune. Les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. C'est clair. Ils sont indépendants des peuples et ils ont le monopole de l'initiative législative, puisque un acte législatif ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Le pouvoir exécutif, maintenant. L'article 14 dit « Le Parlement européen exerce conjointement avec le Conseil les fonctions législatives et budgétaires. Budgétaires relèvent de l'exécutif. » Mais on ne précise pas lesquelles. Article 15, le Conseil européen donne à l'Union européenne, donc ça c'est les chefs d'État, les impulsions nécessaires à son développement, on définit les orientations et les priorités de politique budgétaire. Ça se retrouve après dans les grandes orientations de politique économique, les GOPE, qui sont l'objet de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils n'exercent pas de fonction législative, ok. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans le cas où les traités en stipulent autrement. Article 16, le Conseil, donc les ministres, conjointement avec le Parlement européen, exerce les fonctions législatives et budgétaires, donc ça relève de l'exécutif, on ne précise toujours pas lesquelles. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités. Tout cela reste très vague. La Commission. La Commission, elle promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Donc elle prend des initiatives. Elle n'exerce pas des fonctions, elle prend des initiatives. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus opératif. Elle exécute le budget et gère les programmes. Ah ben voilà, ça c'est de l'exécutif. Exécuter le budget, c'est le cœur du travail exécutif. Et gère les programmes. Ça c'est vraiment le travail, c'est l'organe exécutif.
Elle exerce les fonctions de coordination, d'exécution et de gestion, conformément aux conditions prévues par les traités. Là, on est dans du concret, on est dans de l'opératif. À l'exception de la politique extérieure de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords institutionnels. Elle gère le calendrier. Elle a la maîtrise du calendrier de l'Union. Dans une entreprise, qui gère le calendrier? L'ouvrier ou le patron? Source Wikipédia, donc dans la même fiche où il vous disait que le Conseil était l'organe exécutif et législatif, ils vous disent la Commission est l'organe exécutif de l'Union. Je reviens à la page d'avant. Là, ils vous disent le Conseil est un organe détenant les pouvoirs législatifs et exécutifs, constituant le principal organe décisionnel de l'Union. Et 4 lignes plus loin, ils vous disent la Commission est l'organe exécutif de l'Union. Et ça, c'est réel. C'est réel quand on lit les textes, les articles, ça, c'est bien réel. Le pouvoir judiciaire, maintenant. La Commission surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice européenne. Alors, ce qui lui vaut le surnom de gardienne des traités, ça veut dire qu'elle a un regard sur le judiciaire. Cela dit, la mission de la Cour de justice de l'Union européenne est exclusivement de veiller à l'application des traités. C'est ça. Elle ne fait pas de justice, de droit, en dehors de ça. La mission de la Cour de justice est de vérifier que les traités sont appliqués, point. La Cour de justice de l'Union européenne les textes ont été écrits par un nazi, camarade de Walter Hallstein, un nazi du nom de Friedrich, je ne sais plus, Ophuls. Friedrich Ophuls, camarade de classe, pas tout à fait, mais de Walter Hallstein, ils ont travaillé ensemble après la guerre. Ce Friedrich Ophuls était un spécialiste des brevets, un juriste spécialiste des brevets. Vous voyez, c'est intéressant. On voit que la Cour de justice européenne, qui n'a que pour mission que de faire appliquer les traités européens, a été construite, structurée par un individu nazi, ex-nazi, et spécialiste des brevets. Ça tombe bien, avec l'arrivée du grand marché transatlantique, on est bien préparé. Article 19. La Cour de justice européenne comprend la Cour de justice, le tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et le respect des traités. Alors revenons un peu, si vous le voulez bien, au rôle de la Commission européenne. La Commission est l'organe exécutif de l'Union. Ça, c'est la source Wikipédia. Je vous lis le paragraphe. La Commission est l'organe exécutif de l'Union. C'est un organe composé d'un représentant par État, donc 28 actuellement, mais organisé de façon à être indépendant des intérêts nationaux. Clair? On ne peut pas être plus clair. L'organe est à l'origine du droit de l'Union européenne et a le monopole de l'initiative législative dans les domaines de l'ex-pilier communautaire, c'est-à-dire qu'il cumule les 3 pouvoirs. Il se charge de l'activité quotidienne de l'Union, il a la gestion du calendrier, et a la tâche de surveiller l'application des lois et des traités. Ce rôle lui confère le nom de gardienne des traités. Je synthétise, c'est l'organe exécutif de l'Union, il a le monopole de l'initiative législative, il a un regard sur le judiciaire, il a la maîtrise du calendrier, il n'a aucun compte à rendre au peuple. Eh bien ça, en français, ça s'appelle un dictateur. Tout simplement. Alors, j'ai fait un long discours pour vous expliquer ça. J'aurais pu vous épargner toute cette partie. Il suffit de prendre la dernière citation du président actuel de la Commission européenne, Jean-Paul Juncker, qui, après l'élection d'Alexis Tsipras en Grèce, a déclaré « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Ça résume en une phrase simple et courte toute la démonstration que je viens de vous faire. Bienvenue dans l'Union européenne.